Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va pas faire de. Je vais pas vous lire un hymne du Rig Veda, ni commenter. Par contre, je vais vous dire pourquoi je m'y suis intéressé et pourquoi on a tous intérêt à s'y intéresser à notre époque 2025 et dans les années qui vont venir, et même de s'y intéresser de près. Pourquoi je me suis intéressé au Rig Veda? Parce que comme j'avais 20 ans, moi en 67, quand je suis parti sur la route, je voulais pas du tout aller dans notre rentrer dans le monde qu'on voulait, dans lequel on voulait que je rentre. J'étais pas le seul à penser ça, hein. On était quand même des milliers ou des millions. Enfin, en France, c'était des milliers, et en Bretagne, un peu moins. Et oui, parce que c'était après la guerre d'Algérie, donc nous on n'y a pas eu, droit, hein. J'avais 15 ans quand ça s'est arrêté, mais il y avait eu la Grande Guerre mondiale. Ensuite, c'était ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire la consommation, tout ça y allait. La vie s'était complètement transformée. Hein, on n'allait plus chercher l'eau au puits, on n'allait plus. Alors c'était nettement plus confortable, hein, je vous dis. Par exemple, les femmes allaient laver le linge au lavoir avant, hein. J'ai connu ça, moi. Alors je suis pas une femme, ça va, mais c'était ma mère qui l'a fait. Elle l'a fait une fois ou deux, et puis après elle a dit à mon père, bon, j'y retourne plus, c'est le café des commères là-bas, tu m'installes un lavoir dans la buanderie. Alors, mon père a installé un lavoir dans la buanderie, et ma mère a pu faire sa lessive là tranquille, sans avoir tous les ragots du quartier, parce que à cette époque-là, c'est comme ça que ça marchait. Bon, oui, alors donc il y a eu un énorme changement, et nous les jeunes, hein, je suis né en 47, donc 2 ans après la guerre, et la même année que l'Inde, hein, ce qui est, je sais pas pourquoi, mais ça, il y a peut-être un lien. Et le monde qu'on nous présentait, on n'en voulait pas, hein. On n'en voulait pas, ça nous plaisait pas. On savait bien que ça allait devenir de plus en plus matérialiste, de plus en plus consumériste aussi, hein. C'était la consommation à outrance, hein. Il fallait pouvoir acheter. C'est ça qui fait tourner l'économie. Vendre, acheter, et voilà. Et ça nous plaisait pas. Il y avait plus de. Alors en plus, c'était pas du tout au point de vue liberté sexuelle, liberté. Oui, enfin tout ce qui était, tout ce qui est maintenant considéré comme normal. À l'époque, c'était impensable. Une femme ne pouvait pas sortir sans se mettre un truc sur la tête. Il n'y avait pas une casquette comme moi, mais un fichu, ça s'appelait un fichu. Mettez ça, hop, et un nœud comme ça. Si elle sortait en cheveux, comme on disait, c'était c'est passé pour une pute, quoi. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Bon, non, nous on voulait pas de ça. On voulait pas de ça, donc moi je suis parti en 67, et je suis parti, je savais pas trop où aller, je n'y connaissais rien, j'avais jamais tiré sur un joint,
Je savais à peine que ça existait, et encore, je savais même pas les noms. Enfin, je, je, voilà, ce monde-là, on n'en voulait pas. Alors, il y a eu l'évolution de la musique qui a eu une grande importance. Moi, j'étais un fan de rock and roll, hein, de Gene Vincent, Gégène pour les intimes, Little Richard, Jerry Lewis et tout ça, quoi. C'est ça qui a bercé mon enfance, moi, pendant le bercé de mon enfance. C'est pas ça. C'est que pendant que je me faisais chier à l'école, parce que franchement, j'aimais pas ça du tout, le soir, j'écoutais du rock et ça me faisait le plus grand bien. Et voilà, donc on s'est retrouvés comme ça, à peu près à la même époque, des tas de gens qui pensaient la même chose. Il y avait aussi l'influence des États-Unis, parce que les États-Unis, il n'y a pas à tortiller, c'est un pays qui a une certaine influence. Alors maintenant, c'est plus du tout la même chose, mais eux, ils avaient la guerre du Vietnam. Hein. Nous, on sortait de la guerre d'Algérie. Eux, ils avaient la guerre du Vietnam et ils n'étaient pas chauds pour aller se faire tuer, hein, parce que ce soit dans les rizières ou bien dans les déserts, c'est pareil. Hein. Donc ni se faire tuer, ni tuer les autres, parce qu'ils avaient absolument aucune envie d'aller tuer des gens qui étaient chez eux et qui... Et bon, voilà. Alors bon, toutes ces questions-là, c'était comment dire, c'était pas clairement posé à discuter. Alors si, bien sûr, il y avait des intellos qui pouvaient faire des dissertations là-dessus. Bon, nous, c'était plutôt un ressentiment, un sentiment, voilà. Et moi, disons que je travaillais à Paris. Hein, je travaillais d'abord en Bretagne. J'étais projectionniste dans un cinéma. Et j'ai répondu à une annonce parce que je m'emmerdais à Rennes. Je travaillais à Rennes. J'étais pris tous les soirs, tous les dimanches, tous les samedis, toutes les fêtes, tous les... C'est normal, c'est le boulot qui veut ça. Mais pour se trouver une copine, c'était dur et il n'y avait pas. Donc, j'ai répondu à une annonce à Paris qui venait de Paris, d'un studio de post-synchronisation. Hein, la post-synchronisation, c'est quand vous prenez un film américain et puis vous mettez un gars qui va parler en essayant d'avoir les lèvres qui bougent en même temps que l'autre, et puis voilà, pour doubler les films, quoi. Et j'ai fait ça, et c'était en juillet. Au mois pour démarrer la période d'essai au mois de juillet. Donc moi j'y vais, bien, ça se passe bien, parce que c'était tout simple comme boulot. Moi j'aimais bien ça, hein. Tu étais tout seul dans ta cabine, tu mets tes films et tout, ça se passe bien, c'est pas compliqué, et puis j'aimais bien. Et le directeur, il vient me voir à la fin du mois de juillet, puis enfin il me convoque dans son bureau, plus exactement, et puis il me fait des tas de compliments. Il me dit que je me débrouille bien, que ce serait intéressant si je continuais comme ça, parce que je pourrais devenir l'équivalent de son fils, enfin je serais un peu comme son fils, et en même temps j'aurais pu être son chauffeur. Alors je lui ai répondu que j'avais pas le permis, puis moi ça m'intéressait pas du tout, mais je comprenais pas trop ce qu'il me racontait. Puis à la fin il me dit bon, c'était quand même trop court le mois de juillet là. Est-ce que vous êtes d'accord pour refaire
encore un mois à l'essai, le mois d'août, quoi. Et puis là, on verra, quoi, parce qu'on a manqué de travail, c'est normal, c'est l'été, tout ça. Moi, oui, oui, pas de problème. Et puis le 15 août, il me convoque. Et puis il me dit, ouais, ouais, vous êtes complètement nul, tout le monde se plaint de vous. Non, non, je peux pas vous garder. Donc vous finissez votre mois et puis après c'est au revoir. Et vous avez 2 heures par jour pour aller chercher un autre travail. Donc je finissais 2 heures plus tôt. Et voilà. Et moi je me suis retrouvé donc à Paris tout seul où je connaissais personne. Sans boulot et avec l'impression quand même de m'être fait avoir, mais sans preuve, sans rien, j'y connaissais rien, j'étais tout jeune. Hein. Alors j'avais pas de barbe, j'étais en costard et tout, c'était présentation. Et puis donc j'ai fait tous les cinémas du secteur pour voir s'il cherchait quelqu'un. Il cherchait personne. Et un jour, je tombe sur un vieux qui était dans un cinéma, là, puis qui projetait son film. Puis je lui dis, bon, ben, je viens chercher du boulot. Est-ce que, hein? Puis il me dit, ben non, mon gars, il n'y a rien. Et tout. Puis il me dit, dis non, en fait, t'étais où? Ben, je lui dis, j'étais dans un tel studio de post-synchronisation, là. Ah, il me dit, ah, chez machin, là, il fait le coup tous les ans. Tous les ans, parce que son projectionniste s'arrête pendant l'été. Et normalement, comme le studio, lui, il ferme pas, tout lui, parce qu'il y a toujours des trucs à faire, il fait venir il devrait faire venir des extras, ça s'appelle comme ça. C'est des gars qui ne font que des remplacements, qui sont très bien payés, et qui ne font que des remplacements, mais ça coûte cher. Voilà, et comme en plus l'été, bon, il n'y a pas trop d'activité, ça lui coûte trop cher, donc il fait venir un gars de la province, et puis il lui dit un mois à l'essai, et puis le deuxième mois, c'était un peu difficile, puis arrivé à la moitié, top, terminé, au revoir. Il fait le coup tous les ans. Ah putain. Alors là, j'étais écœuré. Donc je me suis mis pendant les heures que j'avais les heures pour aller chercher du boulot, j'ai arrêté, j'en ai marre. Je me suis commencé à fréquenter la butte Montmartre, les escaliers de la tour, etc. Là. Et j'ai commencé à rencontrer des gens, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré un mec, et puis qui m'a expliqué qu'il partait dans tel coin. Il dit, oh bah tiens, moi j'en fais autant aussi. Allez, hop. Alors, donc avec ma dernière paye, j'ai acheté des sacs de couchage et sac à dos, et puis je suis parti. Voilà, et puis ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 ans, il m'est arrivé un tas de trucs. Alors donc tout ça, je le raconte dans un bouquin. Et je le raconte dans un bouquin qui va sortir, je viens de finir de l'écrire là. D'ici quelques ans, il va être disponible. Et donc pendant ces 7 ans, j'ai circulé. Et j'ai circulé pas mal. J'ai vu des tas de cultures différentes, des gens complètement différents de ce que je connaissais. J'avais pas un rond. Hein, vous verrez dans le bouquin si vous le prenez, si ça vous intéresse, comment je faisais pour vivre. Il m'est arrivé des tas de trucs. Et j'ai terminé par l'Inde. Enfin, presque terminé par l'Inde. En réalité, j'ai terminé par la Suisse, parce que j'étais rentré, mais j'ai pas pu me remettre dans le circuit tout de suite, donc je suis allé travailler en Suisse, où j'étais payé au salaire le plus bas, mais quand j'ai changé le pognon
des francs français contre des francs suisses contre des francs français, ça a été multiplié par 3. Bon, là j'étais content. Mais bon. Et donc j'ai fini et je disais donc le dernier où j'étais vraiment réellement sur la route, c'était en 1973 et j'étais en Inde. Donc j'ai vécu à la manière d'un sadhu. C'est-à-dire j'ai pas voulu être sadhu parce qu'aller chercher un gourou et tout ça, moi j'étais pas d'accord. J'avais eu déjà des expériences spirituelles, dont dont l'expérience spirituelle majeure dont parle le Rig Veda à longueur de temps. J'avais bu le soma, hein, donc c'était pas en Inde, c'était au Maroc. Et puis donc après j'ai vécu donc à la manière d'un sadhu, mais je voulais pas avoir un gourou ni quoi que ce soit. J'étais tout seul, je faisais ce que je voulais et j'avais des copains et des copains sadhus parce que j'en avais pas mal. Et puis aussi quelques occidentaux parce qu'il y en avait vraiment beaucoup à l'époque là-bas. Même si c'est un grand pays, dans quelques coins que tu te trouves, tu croises forcément quelqu'un qui arrivait soit avec un sac à dos, soit à moitié dépenaillé. Enfin bref. Donc alors, pourquoi j'ai traduit le Rig Veda? Donc le Rig Veda, à l'époque, j'en avais même pas entendu parler. J'avais dû lire j'avais lu quelques bouquins de Sri Aurobindo parce j'étais tombé dessus comme ça par hasard. J'aurais pu démarrer par un autre, mais Sri Aurobindo a au moins un énorme avantage, c'est qu'il pensait comme un occidental et comme un indien. C'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, il s'est retrouvé en Angleterre. Et il a été élevé comme un Anglais, mais il était toujours indien. Et quand il est rentré en Inde, il a rejoint le mouvement indépendantiste indien, quoi, pour foutre les Anglais dehors. Et il a été militant très actif au Bengale. Donc toute la police indienne le cherchait et pour le foutre en tôle ou pour le tuer. Et il s'est réfugié à Pondichéry où il a fondé après là, un ashram. Après il s'est mis au yoga parce que quand les Français qui tenaient Pondichéry pour emmerder les Anglais lui ont offert l'hospitalité, hein, parce que les Anglais et les Français ils peuvent pas se saquer, surtout à cette époque-là. Donc ils lui ont offert l'hospitalité, mais ils lui ont dit tu te calmes, on fait pas de politique ici, parce que les Français voulaient garder Pondichéry aussi, hein. Aïe, aïe, aïe. Et donc il s'est mis au yoga et puis à lire et à tout et tout. Et puis donc il a eu cette expérience-là, la même que j'ai eue, hein, sauf que lui il n'avait pas pris un produit autre extérieur, hein, puisque la molécule qu'on a qui est produite par la glande pinéale, hein, qui se trouve sous le 7e chakra, là, à la jointure entre le 6e et le 7e, si vous faites des verticales et puis une horizontale, vous tombez dessus. C'est là que se trouve la glande pinéale. Et elle sécrète en plus de la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui vous permet de vous endormir. Cette glande-là sécrète la diméthyltryptamine,
qui est plus connu sous le nom de DMT, parce que c'est difficile, c'est un peu long à écrire. Moi j'ai mis du temps à apprendre le mot par cœur. La diméthyltryptamine qui est déclenchée par le pranayama, en particulier, c'est ce qui est de plus efficace à mon avis, ou par la méditation, par un tas de techniques, toutes les techniques indiennes, etc. C'est ça qui fait. Ça déclenche cette molécule. Bon, cette molécule, c'est de la famille des tryptamines et qu'on retrouve dans certains produits comme donc l'ergot de seigle, comme la psilocybine, enfin le l'iboga, l'ayahuasca, le peyote, tous ces produits là qu'on trouve partout dans toutes les cultures anciennes, avant que le christianisme vienne tout détruire. Jésus-Christ n'a rien à voir dans l'histoire, hein, c'est simplement ses disciples qui sont un peu bizarres. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc comme il a eu cette expérience et il a écrit quelques bouquins. Et donc je suis tombé dessus. Donc j'ai lu ça et ça m'a intéressé. Donc je voyais Rig Veda, il faisait souvent référence au Rig Veda. Je suis tombé sur le secret du Veda, sur son livre là, le secret du Veda, qui est tout simple parce qu'il explique ça à la manière d'un occidental et on arrive à comprendre nous avec ses explications beaucoup plus facilement que quand on lit les explications qui sont données par un Indien, parce que la façon de penser des occidentaux et des Indiens c'est pas toujours la même façon. Donc comme je connaissais tout ça, j'en ai jamais parlé en Inde là-bas, les personnes, tout le monde connaît le Rig Veda, mais il n'y a pas grand monde qui l'a lu, et surtout il n'y a pas grand monde qui le comprenait, hein, qui comprenait de quoi il s'agissait exactement. Ils savaient bien que c'était des hymnes adressés aux dieux et pour obtenir l'immortalité, tout et tout, mais bon, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Voilà, bon, après tout ça, je suis rentré, il s'est passé plein de choses et tout, et puis je suis arrivé en retraite. Hein, tout vieux que je suis. Je me suis installé dans le centre-Bretagne, un petit coin merveilleux, et que quand la montée des eaux sera faite, ce sera une île, parce que c'est les montagnes, les monts d'Arrée en Bretagne étaient aussi hauts que l'Himalaya il y a 16 millions d'années. Bon, 16 millions d'années, c'est quand même assez vieux, donc il y a eu un peu d'érosion. Donc maintenant, ce qui faisait 8000 mètres, ça fait 300 mètres, mais bon, ça va quand même. Bien, donc dans ma retraite, là, je me suis j'ai repensé à tout ça, à tout ce qui s'est passé pendant ces 7 ans, et en particulier sur la fin avec l'Inde, quoi. Et puis bon, j'ai commencé à lire tout ce qui concernait le Rig Veda, parce que parce qu'il y a plein de raisons, hein, mais en particulier j'avais trouvé un bouquin que Michel Danino a écrit et qui est quelque part dans ma bibliothèque là. C'est l'Inde ou l'invasion de nulle part, que je recommande à tout le monde. Alors il démolit l'histoire de l'invasion aryenne, les doigts dans le nez, parce que c'est vrai que le Rig Veda n'en parle pas, donc ceux qui ont été faire des grandes théories là-dessus
On ne sait pas où ils sont allés chercher ça, ou alors c'est l'interprétation de 2 ou 3 mots qu'ils ont pris pour des... Enfin, enfin bref. Donc comme j'ai beaucoup de temps de libre en tant que retraité, j'ai lu un tas de bouquins que j'ai trouvés sur Forgotten Books, qui ont été écrits au 19e siècle ou au début du 20e siècle, et des âneries. Certains trucs étaient très intéressants, mais d'autres qui étaient, mon Dieu, c'est pas possible. Et comment les gens raisonnaient à l'époque. Ils partaient de toute façon du principe que les Indiens ne pouvaient pas avoir écrit tous leurs livres d'eux-mêmes, parce que c'est des Indiens, ce n'est pas des Blancs. Hein, même s'il y en a qui ont la peau plus claire, ils disent c'est pas possible, il n'y a que les Blancs qui peuvent faire des choses comme ça. Donc c'est parti sur tout ça, ça justifiait la colonisation et tous les abus et autres saloperies dont l'homme blanc est tout à fait capable. Pas que le blanc d'ailleurs, mais l'homme blanc est le champion du monde dans ce domaine. Et un tour en Afrique, vous en apprendrez long à ce sujet. Donc j'ai commencé à lire tout ça, et enfin le Rig Veda, mais trouver le Rig Veda, c'est difficile. Hein, il y a un exemplaire en français, enfin un exemplaire. Une traduction en français, c'était celle de Langlois, hein, que j'ai acheté le bouquin, cher. Et je l'ai lu du début à la fin, quelques hymnes tous les soirs, etc. Et puis après, j'ai commencé à comparer. Parce que s'il n'existe qu'un exemplaire, qu'une traduction totale, complète, en français, on trouve tout plein de petits bouquins où il y a quelques hymnes qui sont traduits, dont ceux de Renoux, avec Louis Renoux, qui a fait les hymnes spéculatifs du Veda, Jean Varenne, avec son gros bouquin sur le Veda, etc. Mais c'est quelques hymnes, quoi. Il y en a quelques dizaines. Ouais, j'allais dire une centaine, mais non, moins que ça. Beaucoup moins que ça. Et donc j'ai comparé Langlois, Renoux, Varenne, tout ça. Et mon Dieu, je suis arrivé. C'était à peu près il parlait à peu près de la même façon, il voyait toujours les choses comme ça, mais avec Renoux, on voyait bien qu'il avait flairé quelque chose. Il sentait que c'était pas exactement uniquement une bande de guerriers blancs, blonds aux yeux bleus qui débarquaient en Inde et qui ont rapporté le sanskrit et tout. Il se disait non, il y a peut-être, mais il y a autre chose. Et donc on sent bien, hein, c'est pour ça qu'il a fait ses hymnes spéculatifs, mais ça n'allait pas assez loin. Il faut dire aussi que ça a été publié en 66, et en 66 on connaissait pas grand-chose. Et donc je suis tombé sur un hymne qui était que Renoux avait appelé les effets du soma. Les effets du soma. Je ne sais plus quel numéro c'est. Je ne sais même plus d'ailleurs dans quel mandat-là. Enfin bon. Et à un moment, j'arrive dans la traduction. Alors, vous avez une phrase qui démarre comme ça.
Aham Asmi Mahamaha. Et ensuite, bon, je peux toucher le firmament, etc. Ça veut, et le reste était commun. Mais Aham Asmi, Aham, moi, ou je, Asmi, je suis, Maha Maha. Alors Maha, c'est grand, et Maha Maha, alors là, c'est grand, c'est gigantesque. Hein. Et donc, alors Renou avait traduit ça un peu correctement, mais bon, enfin, c'était correct en tout cas. Il disait je suis grand. Et l'anglois, environné de splendeur, j'atteins le firmament. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir. C'est exactement le même texte. Et oulala. Alors ça a commencé à me tracasser. Puis je me suis dit, eh ben, est-ce que je vais faire? Je vais le traduire moi-même. Et si ça... et je vais voir, hein, parce que je vais m'y mettre et je vais le traduire moi-même comme ça. Comme ça, je saurai. Ah bah... Bon, alors c'était un petit peu long, c'est un peu difficile, mais grâce à Internet et puis à tous les outils que les Indiens, des militants du sanskrit, il y a mon chat qui est à la fenêtre et qui me regarde. Non, bah, va jouer dehors. Émile. Il s'appelle Émile, mon chat. Tous les militants du sanskrit ont fait enfin, on fait un tas de sites qui vous aident à comprendre et à traduire et à trouver les racines, à trouver les déclinaisons. Alors bien sûr, il a fallu apprendre le sanskrit avant, mais même en apprenant le sanskrit, c'est pas suffisant pour du sanskrit védique, parce que les règles du sanskrit, les 3992 règles du sanskrit classique de Panini, elles ont au moins 2500 ans de plus que le Rig Veda. Donc voilà. Alors pourquoi petit à petit, en traduisant le Rig Veda, je m'aperçois que c'était un autre type de civilisation qu'on ne connaissait pas en fait, parce que ils ont vécu d'une manière différente, avec une autre façon de voir, et c'était différent de ce que c'est maintenant. Hein. Et ça se voit tout de suite aux castes, si vous voulez. Les 4 Varnas qui sont cités dans le 10e mandala. Le deuxième Varna, donc c'est celui qui s'appelle dans le Rig Veda les Rajanya. C'est devenu maintenant les Kshatriyas. Et les Kshatriyas, les racines sont totalement différentes. Rajanya, ça vient de Raj, la racine Raj, qui veut dire représenter, régner, gouverner, administrer, gérer, etc. Et Kshatriya, ça vient de la racine Kshatra, qui signifie domination, suprématie, voilà, hein, et que tout le monde traduit par guerrier, y compris Louis Renou. Par contre, Louis Renou traduit Rajanya par guerrier. Voilà. Bon, alors c'est une grosse erreur, mais je pense qu'il pensait, lui, à la suite du Rig Veda, mais bon. C'est une grosse erreur, parce que
effectivement, le Rig Veda parle d'un tas de guerres contre Vritra, contre Shushna, contre les Shambhara, contre les Dasyu, etc. Il parle de tuer des gens à longueur de temps, etc. Mais si on regarde bien, ce sont des événements qui se sont passés il y a très longtemps, et que ça pouvait même remonter à plus de 1000 ans auparavant, avant la construction des villes, avant l'éclipse, enfin, etc. Donc, personnellement, j'ai réussi à comprendre cette nouvelle civilisation-là. C'est une civilisation, alors, qui est aussi, par la même occasion, d'un point de vue matériel, c'est ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus. Hein, c'est là que ça se passait, c'est là que ça s'est déroulé. Et si au départ, tous les événements, les guerres, les machins, avec Vritra, Shushna, enfin tout ça, c'était avant la construction des villes, et ça correspond à des événements qui sont survenus dans ce secteur-là, dont une éclipse qui est cachée qu'on trouve d'ailleurs citée dans le 5e mandala, mais qui est racontée dans le vol des vaches par les Panis. Les Panis, les Avars, les Cupides volent des vaches, et on n'y voit plus rien. Heureusement, il y a Brihaspati qui passe par là, c'est Indra. Il casse la montagne parce que les autres avaient caché les vaches dans la montagne, dans une caverne. Il casse la caverne, il libère les vaches et le soleil revient. Donc en faisant des recherches et tout, j'ai trouvé les dates. C'était le 19 février 3929 avant notre ère, donc quasiment 4000 ans. Donc ça fait 6000 ans, quoi. Et il s'est passé des événements importants il y a 8200 ans et 7300. Et 7300 ans, et ça correspond d'ailleurs à peu près à la naissance de Birana, une ville de la civilisation de l'Indus, pas la ville, hein, il y avait des gens qui étaient déjà installés, il y avait des villages et tout ça. Donc, bon, j'ai résumé tout ça là-dedans. La civilisation des 7 rivières, avec bien sûr toutes les références, tous les versets du Rig Veda qui viennent à l'appui de ce que je dis. Oui, alors pourquoi s'intéresser à un truc qui s'est passé à cette époque-là? Pourquoi en fait il s'est passé tellement de choses depuis. On a inventé la télé, tout ça, les voitures, parce que notre monde tel qu'on le connaît, là, il n'en a plus pour longtemps. Hein. Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure ou je ne sais pas quoi, mais si on regarde bien le monde tel qu'il est maintenant, réchauffement climatique, le fascisme qui monte partout, et y compris aux États-Unis, puisqu'ils sont quand même au pouvoir, hein, avec des milliardaires fascistes, c'est quand même assez inquiétant. L'épuisement des ressources, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de machin, tout ça. Il y en a qui disent on va réussir à trouver autre chose. Ah oui, bien sûr, peut-être. Mais pour combien de temps et est-ce que ça va marcher? On n'en sait rien. Voilà. Donc, notre civilisation, la civilisation des Occidentaux, hein, parce que c'est nous on a gouverné le monde pendant plusieurs siècles,
là, c'est en train de se terminer. Heureusement, c'est peut-être ça qui va enfin, je sais pas. Mais c'est en train de se terminer. Hein. C'est fini. Là, la France s'est fait jeter l'Afrique. Il reste encore peut-être 2 ou 3 coins où elle peut encore magouiller, mais les États-Unis, c'est fini. La Russie, ça tient parce que... mais ça va pas tenir longtemps non plus. Voilà. Et puis, bon, tout va très vite. Et puis, personne ne fait rien. C'est-à-dire que tous nos dirigeants, hein, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite, etc., ils ne pensent qu'à eux. Hein, ils pensent qu'à eux, leur carrière, l'image qu'ils vont laisser dans l'histoire. Ils raisonnent comme au 19e siècle. Donc, ils feront rien. Hein, quand ça va devenir très grave, la fonte des glaces, hein, je n'ai pas parlé de la fonte des glaciers, mais tous les glaciers fondent, y compris alors dans l'Himalaya. Hein, ça pose des problèmes parce que maintenant ils vont vouloir faire des barrages pour s'accaparer l'eau entre la Chine, l'Inde et le Pakistan. Ça promet, hein, parce que les barrages par là, il y a des tremblements de terre en permanence. Hein. Rappelez-vous, le Katmandou, quand Katmandou a été rasé, peut-être pas rasé, mais bien détruit, en tout cas, c'est pas vieux, hein, c'est pas vieux. Donc, et puis il y a déjà eu des barrages qu'on lâchait. Ils étaient en construction, donc, il y a toutes les glaces, il y a celle du Groenland, il y a celle de l'Antarctique, tout ça, ça va amener énormément d'eau. Si ça fond doucement, ça va être assez lent, peut-être sur un siècle ou deux. Mais si ça tombe, si les glaciers se fractionnent et tombent à l'eau, alors là, pouf, ça monte d'un coup. Hein? Alors, pas énormément, ça dépendra du fractionnement, mais ça peut monter facilement de 3 mètres. Hein, le glacier ouest de l'Antarctique, qui est basé sur un archipel, hein, c'est ça le problème. Si c'était que sur la terre ferme, sans problème, ça fondrait doucement. Là, c'est sur un archipel, donc il y a quelques îles, il y a un gros morceau de glace par-dessus, et en dessous, il y a la mer. Et la mer, elle se réchauffe, et donc ils fond par en dessous. Alors, ça va se fracasser. Si ce glacier-là casse, et il va casser un jour, hein, ça va monter, le niveau de la mer va monter de 3 mètres d'un coup. Et 3 mètres d'un coup, c'est tous les ports de la Terre qui seront sous la flotte. Et alors là, comme on est dans un monde mondialisé, où on compte sur les céréales de machin, et puis la viande de tel endroit, et les trucs, on pourra plus. Ça peut être triste. Donc voilà. Donc notre monde va faire comme toutes les autres civilisations, ça va se casser la gueule. Ça va tomber, ça va finir, tout ça va finir, forcément. Comme toutes les civilisations, il y a une fin. Et il y a quelques exceptions, dont la civilisation des 7 rivières, hein, celle qui concerne le Rig Veda, ça s'est passé en douceur quand les rivières qui ont asséché
enfin, qui ont asséché la Sarasvati quand les deux rivières qui ont asséché la Sarasvati ont été détournées. Ils ont évacué le pays entièrement, mais ça s'est fait en douceur. Il n'y a pas de traces de violence ou de guerre ou de révolte ou autre chose. C'est une grande exception parce que partout ailleurs, quand les civilisations se sont arrêtées, ça s'est mal passé, quoi. Toujours, forcément. Alors, une fois que tout ça, que ce sera fini, il va y avoir une grande dépopulation. Ah ouais. Et oui, parce qu'il va y avoir des victimes en pagaille, on est très 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 nombreux, et beaucoup trop nombreux. Et il faudra reconstruire une autre civilisation. Vous voyez, l'homme ne peut pas vivre tout seul dans son coin. C'est pas un animal sauvage, il a besoin de vivre en société. Et il faudra en reconstruire une. Et puisqu'il faudra en reconstruire une, autant s'inspirer de la seule qui a connu 1500 ans minimum sans une guerre, sans violence, sans armée, sans esclaves, sans inégalité trop frappante, c'est-à-dire la civilisation des 7 rivières dont le livre oral, parce que tout était oral, était le Rig Veda. Donc il faudrait qu'on s'inspire de ça. Et pour pallier au gros problème qui est le problème des dirigeants, quand même, parce qu'ils dirigent, mais ils se dirigent, eux. Il faudra boire le soma. Que tous ces gens-là boivent le soma. Ça se prépare, ça s'organise et tout ça. Donc ça, voilà, on va s'arrêter là. Je vous explique ça comme ça. Je vais faire un bouquin là-dessus. Expliquer un peu mieux, mais peut-être, mais il va falloir reconstruire quelque chose. Donc il va falloir réfléchir à ça, parce que si c'est pour recommencer les mêmes conneries que maintenant, c'est pas la peine. Surtout qu'on n'aura plus d'essence, on n'aura plus de gaz, on n'aura plus rien, ça va être très difficile de refaire. Donc si c'est pour aller s'entretuer pour obtenir le peu que les autres ont, etc., ça, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc ça vaut pas la peine. Et tant qu'à faire, donc dans ce cas-là, autant réfléchir à la question et se dire que si on doit s'inspirer de quelque chose, on pourrait s'inspirer du Rig Veda. Pas recommencer à aller prier Varuna, Dieu, Indra, Agni, etc. Non, ça c'était à cette époque-là. Mais faire un truc qui s'inspire de ça. Voilà. Voilà, donc je tenais à vous dire ça. Donc, alors, le Rig Veda, bon, vous pouvez le trouver un peu partout. L'année va bientôt se terminer. Donc, je vais le renouveler. Je renouvelle seulement celui qui est en un seul tome, parce que j'avais commencé par faire le Rig Veda en 2 tomes, parce que au début je voulais chercher une maison d'édition qui me l'imprime, voilà, point. Et j'ai eu 4 réponses sur toutes celles que j'ai
contacter parce que ces gens-là ne répondent pas, ou alors il y a des exigences incroyables. Bon, c'est vraiment démoralisant. Donc je l'ai fait en BOD. Mais dans les réponses que j'ai eues, j'en ai eu 4. Dont une, c'était une arnaque. C'était pour me faire imprimer des milliers de bouquins pour aller les vendre sur le marché. Et les autres voulaient bien, mais en 3 tomes. Alors je l'ai fait moi-même, mais je l'ai fait en 2 tomes parce que j'étais persuadé que ça allait pas tenir, que j'allais pas pouvoir faire autrement. Et puis après, bon, j'ai un peu mieux compris le système et j'ai réussi à le faire en un tome et voilà. Donc je passe pas par les maisons d'édition, sauf pour l'Inde où c'est compliqué parce que il y a des histoires c'est compliqué l'Inde. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal. Donc alors c'est actuellement distribué par Parimal Publication en anglais, hein, pour la version anglaise. Par contre, je ne sais pas si ça se vend parce que pour avoir pour savoir comment les choses se passent avec eux, c'est pas simple, hein, parce qu'ils ne répondent pas tout le temps aux emails. Donc c'est en cours. Moi, j'ai des bouquins ici, donc je sais que ça existe et que c'est en vente, etc. Mais bon. Par contre, ailleurs, c'est pas simple. Alors, je réfléchis à la question. Peut-être que je vais faire ça autrement. En tout cas, le prochain bouquin, donc celui qui raconte mes 7 ans sur la route, là, celui-là, il est fini. Il va sortir en français dans quelques semaines. Ça va être relativement rapide. Si ça intéresse quelqu'un, bon, ça vaudra presque rien, donc on verra ça. Donc voilà. Donc je vous rappelle, si vous voulez avoir une idée de à quoi ressemblait cette civilisation, c'est là-dedans. Voilà. Et par contre, je ne sais pas combien ça coûte, puisque c'est celui-là, ils mettent pas les prix quand on les commande, quand c'est l'auteur qui commande, ils mettent pas le prix derrière. Mais c'est dans les 10 euros. Voilà. Bien. Alors, je vais peut-être vous faire une autre vidéo, mais un autre jour, sur le Mandala 1090. C'est celui qui parle de l'organisation de la société en fin de période, en fin de civilisation, quand au moment de la pénurie, après la pénurie de Soma, quand apparaissent les castes. Hein. Et je vais expliquer comment ça fonctionnait, pourquoi. Et bon, voilà. Peut-être parce qu'il y a tellement d'idées préconçues là-dessus. C'est vrai que parce que bon, hein, caste c'est un mot portugais. Ça vient d'un mot portugais et qui mélange 2 trucs importants, les varnas et les jati. Les varnas, c'est ce qu'il y a dans le Rig Veda. Les jati, c'est des subdivisions de trucs de varna, des subdivisions, et puis à la fin, c'est par exemple, vous avez des jati de chauffeurs de taxi, des jati de porteurs de thé, bon. Mais tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, tout ça, c'est venu longtemps après, en fonction des influences extérieures, en fonction des influences extérieures, des invasions,
l'occupation musulmane, l'occupation chrétienne. Chrétienne. Je ne sais pas si ces gens-là avaient bien compris les évangiles. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis Kenavo et à la prochaine. Donc Kenavo, ça veut dire au revoir, c'est du breton. Et à la prochaine pour peut-être reprendre reprendre un hymne au hasard. Enfin, on va déjà faire le 10-90 et puis après on verra aussi peut-être aller regarder d'un peu plus près dans le premier mandala. J'ai pas vraiment bien compris le pourquoi. Dans le 10e, ça va, c'est clair. Le 9e aussi, le 8e aussi. Les entre 2 et 7 aussi. Mais le premier, à moins que ce soit un catalogue. Dans le premier mandala, vous avez un tas de trucs. 191 hymnes quand même. Et ça pourrait être un catalogue de choses, voilà, ça se passait comme ça chez nous, à cette époque-là. Peut-être. Bon, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, et puis je vais arrêter de parler parce que ça va faire pas loin d'1 heure. Et je suis bavard. Pour quelqu'un qui habite tout seul avec un chat, ça change. Allez, Kenavo Narol.